Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir avec nous ce soir. Aujourd'hui, c'est ma première présentation au React Meetup et je vais vous parler du micro front-end. Avant ça, je voulais juste me présenter parce que je ne connais pas tout le monde ici. Donc moi, je m'appelle Cassandre. J'organise le React Meetup avec l'aide de Eric, qui vous a parlé plus tôt, et de Nicolas, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous avez certainement croisé pendant les autres Meetups. Je suis aussi développeuse. Je suis développeuse chez OZDA depuis novembre dernier. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 mois, j'ai commencé à travailler pour un projet avec eux. Ça fait 5 ans qu'ils me le développent, donc c'est un gros projet. Et ils utilisent des micros front-end. Et j'avais jamais entendu parler de ça avant. Donc j'ai dû travailler dessus depuis 2 mois. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a cette présentation. Donc qu'est-ce qu'un micro front-end? À gauche, vous avez le monolithe, l'application qu'on développe en une seule application, un seul dossier, en gros. Et à droite, en opposition, vous avez le micro front-end. Donc le micro front-end, vous allez diviser votre application en plein de petits blocs. Et là, normalement, à cet instant de la définition, vous allez me demander quelle est la différence entre des micros front-end et des microservices. Et vous aurez raison de me le demander, parce que c'est à peu près la même définition, à une chose près. C'est que les microservices, ça va s'appliquer sur du back-end, alors que les micro front-end, ça va s'appliquer sur du front-end. Donc si on se place sur une application de commerce, e-commerce, le microservice, il va s'occuper de gérer les utilisateurs. Donc quand vous créez un compte utilisateur, quand vous vous loguez, il va s'occuper de traiter les paiements et de faire l'inventaire des produits. C'est des exemples, mais en gros, c'est ça l'idée. Alors que le micro front-end, lui, il va s'occuper de la page profil utilisateur, il va s'occuper du panier d'achat et de la page produit. Donc vraiment, juste le front-end. Pour faire des micro front-end, vous allez avoir plusieurs outils à votre disposition. Le plus connu, certainement, ça va être Webpack. C'est celui que je vais vous parler aujourd'hui parce que, à mes yeux, ça a été le plus simple de prise en main. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Avec le projet au travail que je fais, on utilise NX, mais il est un petit peu plus complexe. Donc aujourd'hui, pour rester simple, on va partir sur Webpack. Et pour expliquer ce qu'est Webpack, c'est un module bundler pour les applications JavaScript modernes. Il fait plusieurs choses, mais moi les 3 choses que je voulais garder aujourd'hui, c'était le bundling. Donc en gros, il va aller dans vos modules, il va prendre leurs dépendances, il va faire des arbres de dépendances et il va mettre tout ça dans des fichiers JavaScript. Vous pouvez aussi lui mettre des loaders. Donc les loaders, ils vont prendre des fichiers autres que des fichiers JavaScript, par exemple des fichiers CSS, et il va les interpréter pour vous, les mettre dans ces fameux fichiers bundling pour que votre application puisse les comprendre. Et vous pouvez rajouter, très important pour la suite, des plugins. Il y a plein de plugins qui existent. Généralement, on les utilise pour optimiser votre application. Mais aujourd'hui, il y a un plugin qui nous intéresse particulièrement depuis Webpack 5. C'est le module Federation. Le module Federation, il vous permet de charger des modules JavaScript d'autres applications au moment de l'exécution. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans votre application, vous allez pouvoir utiliser le code d'autres applications directement. Il y a 4 concepts, on va dire, clés qui vont nous intéresser: le remote et le host, l'exposing modules et le consuming modules. Donc pour bien comprendre, le remote, ça va être celui qui expose des modules. Et le host, ça va être celui qui consomme des modules. Donc ça, on va dire que c'est les parents, et ça, on va dire que c'est les enfants. Un remote, une application remote, peut exposer plusieurs modules. Une application host peut consommer plusieurs modules. Maintenant, je vais passer à l'implémentation. Je vais d'abord vous montrer une petite application vraiment toute simple, toute basique. Vous avez un header au-dessus et ensuite vous avez une liste de produits. Comment on va décider de diviser cette application? Il n'y a pas vraiment de guideline pour ça, donc ça va être assez propre à l'interprétation de chacun. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de diviser ça en 2, en partie le header et ensuite une librairie qui va s'appeler product. Dans le code, qu'est-ce que ça donne? J'ai mon container. Ici, ça va être mon application globale, là où je vais avoir tous mes appels et tout. Et ça va être mes 2 librairies. Ma première librairie, donc le header, et ensuite dans la deuxième, il va y avoir le product. Si on regarde l'application container, dans les sources, j'ai un seul fichier, le fichier app. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une liste de produits, mais qui pourrait très bien venir d'une API. Et il utilise le header et la product list. Comment il sait que ici, d'où vient le header et d'où vient le product list? Tout se passe dans le Webpack config, ici. Donc ici, c'est un plugin. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec Webpack, on peut utiliser des plugins.
Ce module-là, c'est le module Federation Plugin. Vous lui donnez un nom, le nom, c'est pas très important. Vous lui donnez un file name. Ça, c'est très important, parce que c'est quoi le file name? C'est là où il va trouver toutes les définitions dont il a besoin. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle remote. Et là, vous lui donnez la liste des modules qu'il va pouvoir consommer. Vous lui donnez où est-ce qu'il va pouvoir les trouver. Et vous lui donnez le remote entry, donc le même fichier ici, où il y a toutes les définitions des modules qu'il peut utiliser. Donc c'est comme ça qu'il va savoir où aller chercher les informations. Si je vais du côté du header, vous avez votre fichier React avec un header tout classique. Et vous avez également votre webpack config. Donc pareil que tout à l'heure, vous avez votre file name remoteentry.js, c'est là où il va y avoir toute la définition de votre header. À la seule différence que maintenant dans remote, il n'y a rien, parce qu'il ne consomme rien. Par contre, dans expose, il y a où est-ce qu'on peut trouver le header, parce que lui, il expose son header. Si je prends la librairie product, j'ai plusieurs composants dedans. J'ai mon product card et j'ai mon product list. Mon product list, ça va être une liste de product cards. Il prend des products en paramètres et il les map et il va afficher ses product cards dessus. Donc pareil, si je vais sur mon webpack config, un peu comme le header, ici j'aurais pu exposer et le product card et le product list. J'ai pas besoin d'exposer mon product card parce que dans mon application principale, dans mon container, j'appelle juste mon product list en lui passant ma liste de produits. Donc c'est OK. Maintenant, j'aurais pu faire une chose totalement différente ici, qui aurait été très intéressante aussi, c'est que j'aurais pu avoir plusieurs librairies product. J'aurais pu avoir une librairie product modèle, sans React dedans, avec uniquement du TypeScript pour définir mon objet product. J'aurais pu avoir une librairie, on va dire product slice, avec un Redux dedans pour mettre mes produits dans un Redux store et les utiliser comme ça. Donc vraiment, les librairies, vous pouvez les décliner à votre sauce, vous pouvez en faire énormément, vous pouvez le diviser en plein de petits morceaux, c'est un peu libre d'interprétation. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette application-là ou pas? Moi j'ai une question. Oui. Si je comprends bien, chacun de ces projets-là, c'est un projet React en tant que tel. Est-ce que ça pourrait être autre chose que React? Ça peut être autre chose. Ça dépend de l'outil que tu utilises. Webpack, tu peux utiliser plein d'autres choses. Tu peux utiliser du Go même, tu peux utiliser du Python, tu peux vraiment tout utiliser. Parce qu'en fait, quand Webpack va faire son bundling, il va prendre votre module et il va le transformer dans du JS, dans un fichier que ton application principale peut comprendre. Donc ça, c'est un des avantages, parce que par exemple, si vous voulez faire une fonctionnalité et que cette fonctionnalité-là, elle va être beaucoup plus simple à implémenter en Python, vous allez faire votre librairie en Python, vous allez l'exposer grâce à Webpack, et dans votre application principale, vous allez juste la consommer. Donc vous allez avoir un code qui n'est pas du JavaScript, mais qui va être compréhensible par votre application en JavaScript. Donc ça, c'est très cool. D'autres questions? Ok. On va passer sur les avantages à utiliser des micro-front-end. Le premier que j'ai mis, c'est la stabilité des équipes. Quand on est dans une grosse équipe de développeurs, on va souvent travailler sur des parties différentes du projet et on va souvent avoir des conflits. L'avantage des micro-front-end, c'est que chaque équipe va pouvoir travailler sur des librairies différentes et donc ne pas avoir ces conflits-là. Et aussi va pouvoir déployer de façon autonome les parties de code sur lesquelles ils travaillent sans attendre forcément l'autre équipe. Un autre avantage, c'est la modularité. Ça, c'est une librairie, elle a ses propres dépendances, elle gère ses dépendances elle-même. Et elle va pouvoir être utilisée dans des applications multiples. À mon travail, par exemple, donc on a 3 applications. Les 3 applications-là réutilisent un petit peu les mêmes concepts de composés chimiques. Ces composés chimiques-là, on les a définis dans une seule librairie, et cette librairie, elle est réutilisée dans nos 3 applications. Ça nous évite de dédupliquer le code, donc c'est hyper pratique. J'en parlais un peu plus tôt, la flexibilité technologique. Donc non seulement vous pouvez utiliser des technologies qui sont différentes et les consommer dans votre application, mais en plus pour les migrations, c'est aussi très pratique, parce que si vous voulez migrer votre code, vous allez pouvoir migrer librairie par librairie sans impacter le projet global. Maintenant, j'ai pas appelé ça problème ou autre, j'ai appelé ça défi, et je vais vous donner aussi des solutions. La première, c'est la complexité. J'avoue que quand j'ai dû faire des micro-front-end la première fois, c'était un petit peu complexe parce qu'il faut faire toute votre librairie, faire le fichier de config, et des fois ça peut être un petit peu complexe, on va dire.
J'ai mis aussi qu'il faut gérer les dépendances. Pourquoi j'ai mis ça alors que juste avant, je vous ai dit que chaque librairie, elles ont leur propre dépendance? Parce qu'en fait, quand vous chargez vos librairies dans une seule page, toute la page a ces librairies-là en commun. Donc il faut que vos librairies, elles s'accordent bien entre elles au niveau des dépendances. Donc par exemple, si dans une librairie, je vous dis n'importe quoi, mais il y a du React 15 qui n'est pas du tout compatible avec une autre librairie qui utilise du React 18, ça va peut-être vous poser un petit problème. Donc ça, il va falloir aussi le prendre en compte. Les solutions que j'ai mis par rapport à ça, c'est d'abord utiliser des outils de gestion de projet, ça va être très pratique. Et en vrai, je ne devrais pas le mettre là parce que c'est obligatoire, créer de la documentation. Comme ça, le prochain qui viendra sur votre librairie, il saura ce que vous avez fait et quoi en faire, comment l'utiliser, tout ça. Ensuite, les performances. Vous chargez plusieurs micro-front-end dans une seule application, ça peut poser des problèmes comme des temps de chargement plus longs. Donc vous avez plusieurs solutions par rapport à ça. Le lazy loading. Lazy loading, c'est que vous chargez uniquement les librairies que vous allez utiliser. Et la deuxième, c'est l'optimisation du build. Quand je vous ai défini Webpack tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez mettre des plugins pour améliorer l'optimisation. Vous pouvez en mettre pour optimiser votre application. Gestion des dépendances. Donc comme je vous disais, il peut y avoir des petits conflits de temps en temps. Des solutions par rapport à ça, ça peut être de faire du versionning et donc d'utiliser des versions que vous savez qui sont compatibles. Vous pouvez faire également des singletons partagés pour améliorer tout ça. Un dernier, ça c'est pour les applications qui sont vraiment très grosses. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut travailler, plusieurs équipes peuvent travailler sur des librairies différentes. Le problème c'est que quand vous êtes dans une même application, il faut quand même garder une consistance visuelle. Si vous avez un Figma, c'est très cool, mais il faut quand même garder une consistance visuelle. Donc, solution Figma, utiliser un guide de style, ça peut être une idée. Ça, une solution que j'aime très bien, que j'aime beaucoup, c'est créer une librairie de composants partagés. Donc, vous allez pouvoir créer votre librairie UI Components, par exemple. Dedans, vous allez avoir des buttons, vous allez avoir des cartes, vous allez avoir vraiment tous les éléments de base customisables que vous allez pouvoir utiliser dans votre application. Le seul petit truc à garder en tête, c'est que si je fais un accordéon et que j'aimerais bien un bouton à gauche, donc je rajoute la propriété, rajouter un truc à gauche. J'aimerais bien une section à droite de mon accordéon, du coup je rajoute une propriété, quelque chose à droite, etc. etc. Votre component il va devenir de plus en plus complexe, donc il faut essayer vraiment de garder ces choses-là simples pour pas complexifier le code, parce qu'il faut garder en tête que beaucoup de personnes vont le réutiliser, et garder le code simple c'est toujours la meilleure chose à faire. Voilà. Donc le cas d'usage. Quand est-ce qu'il faut utiliser les micro-front-end? Je le conseillerais pour les applications de grande envergure. Donc comme je vous disais, on a des components dans mon travail, des composants qu'on utilise dans plusieurs applications. C'est une grosse application. Donc pour nous, c'est très avantageux d'utiliser des micro-front-end. On peut les réutiliser, ça nous évite de la duplication de code. On a des multiples équipes de développement. Ça, c'est très, très avantageux parce qu'ils peuvent travailler sur des parties de code différentes. On a des besoins de technologies différentes, qu'on a besoin de faire un truc très précis et qui est meilleur à faire en Go, en Python, en un autre langage. C'est bien d'utiliser les micro-front-end. Et quand on a besoin de faire des déploiements indépendants, parce qu'on peut déployer sa librairie sans faire attention aux autres librairies. Maintenant, quand ne pas les utiliser, quand on a une application simple et petite, ça fait peut-être beaucoup de configuration pour pas grand-chose, donc ne l'utilisez pas. Quand on a des ressources limitées, quand il y a un seul développeur, 2 développeurs, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un gros avantage à utiliser les micro-front-end? Et le dernier, c'est des applications sensibles à la performance. Vous pouvez toujours améliorer votre performance, mais si vous avez vraiment une application qui est très très sensible à la performance, je partirais peut-être sur un autre type d'architecture pour ça. Donc pour conclure, les micro-front-end, c'est une architecture pour le front-end qui permet de découper le front-end en plusieurs petites librairies et ça apporte beaucoup d'avantages comme la scalabilité, la modularité, la flexibilité, beaucoup d'autres. Mais il y a quand même quelques défis qui vont avec, notamment la complexité, la performance, les gestions de dépendance. Donc c'est quand même conseillé pour des applications qui sont conséquentes, mais pour des applications qui sont de plus petite envergure, c'est déconseillé. Voilà, c'était à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une petite question. De la même manière que pour
back-end. Imaginons que je touche un des services et que je change son API. Automatiquement, ça va casser tous les autres si on ne change pas quelque chose. Comment ça se passe dans l'entreprise? Comment vous avez réussi à gérer ça pour que vous versionniez sur les services? Comment ça se passe pour être sûr que quand tu touches un service et tu changes d'API d'un service, ça casse pas les autres? Pour l'exemple que j'ai montré, je pense qu'il faudra quand même que tu changes ton webpack config ici. Nous, maintenant, on utilise NX. Pour NX, on a un dossier qui s'appelle librairie qui contient toutes nos librairies. Et on a à la racine de ce projet librairie un dossier tsconfig qui récapitule toutes les applications et où aller chercher leurs informations et tout ça. Donc si tu changes les informations dans ta librairie, ça va être pris en compte par ton tsconfig parce qu'il n'y a pas de configuration en soi dans le tsconfig. Maintenant, NX, c'est plus complexe à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de Webpack, mais ça a certains avantages comme ça, par exemple. Par contre, le seul truc que je vous ai pas dit sur NX, c'est qu'il ne prend pas tous les langages en compte. Donc si vous voulez faire du Go, vous n'allez pas pouvoir prendre NX. NX, il fait React, il fait Angular, peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est les deux principaux qu'il va faire. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment c'est pour difficile comment c'est difficile de l'eau pour éviter que ce soit trop petit ou trop grand? Il n'y a pas de guideline, donc tu fais un peu comme tu veux. Et ça va être aussi, il faut que tu définisses ça avec tes collègues, que vous mettiez d'accord sur des façons de faire. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est que par exemple, au product, je t'ai dit que tu peux avoir un product modèle où il n'y a pas de code. Ça, j'aime bien parce que souvent, ton product, dans ton container, tu vas appeler ton API, tu vas le récupérer. Donc là, tu vas avoir besoin de définir ton product. Ensuite, tu vas appeler ton composant, ton React Component. Donc tu vas devoir lui passer un product, donc tu vas devoir le redéfinir. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est faire un modèle product que tu vas pouvoir l'utiliser et quand tu vas appeler ton API et quand tu vas l'afficher. Donc c'est des choses à prendre en compte. Maintenant, il n'y a pas de normes là-dessus, donc ça va vraiment être toi et toi-même ou toi et ton équipe qui vont définir ça. Mais il n'y a pas de normes là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc le scénario du micro-front-end, c'est peut-être une compagnie internationale qui a comme, par exemple, Volkswagen Allemagne, Volkswagen France, Volkswagen États-Unis. Donc chacun des pays, c'est un micro-front-end. Oui, tu peux faire ça s'il y a vraiment des grosses différences. Après, sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est avoir une librairie translation, par exemple, où tu mets toutes tes translations dedans, et à chaque fois, tu appelles cette librairie-là. En fait, ça dépend vraiment de ton besoin. S'il y a des components, si tu as des applications qui sont diverses et variées, et qui réutilisent les mêmes components, c'est vraiment très avantageux pour toi de faire des micro-front-end, par exemple. Bon, et ben merci beaucoup. Attends, non, moi j'ai une question. Ah, pardon. Vas-y. Je trouve ça toujours amusant, moi, quand il y a des composants comme ça. Puis on sait que dans le déploiement de React, une des choses qui est le fun, c'est que le déploiement est un peu un package de toute l'application complète. Ce qui veut dire qu'on évite beaucoup de problèmes de versioning. Là, ici, on voit que les choses ont l'air d'être déployées remote par remote, si je pourrais dire. Donc, est-ce que ça peut entraîner des problèmes de... Est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous avez eu ce genre de problème-là, des problèmes de versioning à cause que tu as mis à jour une composante mais pas l'autre ou... On n'a pas eu de problème comme ça. Après, comme dit, ça fait 2 mois que je suis sur le projet. Le projet dure depuis 5 ans, donc peut-être que depuis 5 ans, il y en a eu et que j'étais pas encore sur le projet. Maintenant, depuis 2 mois, pour l'instant, ça se passe bien. C'est tout ce que je peux dire. Merveilleux. Merci beaucoup, Cassandre. Merci. Excellent. Maintenant, je comprends un peu plus.